Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche, nous parlerons politique. Vous savez très bien que l'actualité est fournie. On parle beaucoup du code électoral. L'opposition s'est prononcée à travers une conférence de presse aux côtés de la société civile. La Cour constitutionnelle a été saisie par des politiques et par des juristes. Eh bien, on continue toujours de supputer autour de cette actualité. Aujourd'hui, ce dimanche, nous parlerons du code électoral et des élections générales de 2026. Quels enjeux? C'est le thème de cette émission qui reçoit M. Moukaram Badarou. Il est directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il a été préfet de l'Ouémé Plateau. Il est membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. UPR, c'est avec lui que nous passerons les 52 prochaines minutes à parler justement du code électoral. Monsieur Moukaram Badarou, bonjour. Bonjour, mon cher. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, grâce à Dieu. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. C'est moi. La première question que je vais vous poser tout droit, est-ce que vous êtes fier de ce code électoral qui a été voté par la représentation nationale? D'entrée, d'abord, je voudrais encore une fois vous remercier de l'invitation. On a eu beaucoup d'invitations ratées. Celle-ci aussi aurait pu l'être, mais une parole donnée doit être respectée. Ça fait que nous sommes là. Je voudrais vous remercier très sincèrement, remercier toute votre équipe. Fier dans ma peau, fier de ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. Je dois dire que l'ensemble de notre peuple doit être fier de la vitalité démocratique dans notre pays, parce que ce qui s'est passé le 5 mars n'est que d'ordinaire au plan démocratique, mais il faut aussi dire que 5 jours avant seulement, on a eu un rejet de la révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Apparemment, ça vous a fait mal, ça. Et ce qui est certain, c'est que quand vous avez voulu quelque chose que vous n'avez pas eu, ça ne vous fait pas forcément du bien. Mais bien au contraire, c'est ça aussi la démocratie. La démocratie, vous voulez. La démocratie, c'est un jeu des idées. La démocratie, c'est un jeu des tests. C'est la dictature des tests même. La dictature, c'est le jeu de la majorité. La dictature, ce n'est pas le jeu de la minorité. C'est le jeu de la majorité, mais qui prend en compte les intérêts de la minorité. La démocratie, c'est le jeu de l'intérêt général. Et je saluais la vitalité démocratique de notre pays pour dire que ce qui s'est passé le 5 mars, où il y a eu révision, amendement du code électoral, mais 5 jours avant, c'est qu'il y avait eu rejet de la révision de la Constitution. Et ça montre combien de fois, 34 ans après la conférence nationale, que le renouveau démocratique de notre pays s'enracine dans l'état d'esprit, dans l'état d'âme des Béninois. Et ça, chaque Béninoise, chaque Béninois où qu'il se trouve doit en être fier, et je le suis aussi. Mais pourquoi vous faites le lien entre le rejet de la Constitution et l'amendement du code électoral? Je fais le lien parce que vous avez parlé de fierté. La fierté, c'est, je vous le dis, et vous le savez très bien, nous sortons à peine il y a 10 jours ou 2 semaines de la semaine de la conférence nationale. La conférence nationale qui est pour moi un référentiel, qui est pour moi, et pas plus tard qu'hier seulement, l'anniversaire 25 ans, le décès de Monseigneur Isidore de Souza, que nous ne cesserons jamais de dire du bien de tout ce qu'il a fait pour notre pays, pour notre peuple. Et pour avoir ce qui se passe, je pense que c'est en honorant des personnages comme Monseigneur Isidore de Souza, Jean-Mathieu Kerekou, Albert Thévoïdre et autres, Robert Dossou, c'est en les honorant que ce que nous faisons aujourd'hui au plan démocratique, nous pouvons en être fiers, mais nous avons le devoir d'aller encore plus loin. Nous avons le devoir de faire mieux, parce que ce qui s'est passé le 19-28 février 1990 dans ce pays avait fait tache d'huile sur le continent. Pour la première fois, on avait démontré qu'on pouvait trouver des solutions à nos propres problèmes. On pouvait basculer d'une période dictatoriale à la démocratie sans effusion de sang. Et Dieu merci, 34 ans après, nous continuons d'être sur le chemin, mais il nous faut travailler encore plus. Vous n'avez pas répondu à ma question, très clairement. Vous êtes allé au niveau de la conférence nationale, mais ce que je vous demandais, M. Moukaram Badarou, était de savoir pourquoi vous faites le lien entre le rejet de la révision de la Constitution et le vote du code électoral. On a nettement le sentiment que parce que vous avez échoué à réviser la Constitution, vous vous êtes jeté sur le code électoral pour corser les dispositions. Est-ce que c'est cela? Le lien s'est intégré. Vous parlez de l'Assemblée nationale, vous parlez des décisions que nous venons de prendre récemment à l'Assemblée nationale, et l'un suit après l'autre, c'est à peine en une semaine. Vous parlez de fierté, je vous parle de la vitalité démocratique, dont le lien est tout fait. Parce que, vous savez, la démocratie
c'est une denrée rare. C'est une denrée rare qui n'est pas à la portée de tout le monde. Nous l'avions commencé avec beaucoup de difficultés. Nous y sommes, nous faisons ce que nous pouvons, mais tant qu'on parle de choses de la démocratie, il faut faire beaucoup attention, il ne faut pas faire beaucoup de sauts. Ouais. C'est pour dire ceci, quand vous engagez une opération, vous avez le devoir de convaincre la majorité de ceux qui sont en face de vous. Si ça marche, c'est tant mieux. Mais si ça ne marche pas, la démocratie aussi, les normes démocratiques, c'est que vous en prenez acte. Si vous êtes minoritaire, vous travaillez à convaincre le mieux pour que vous deveniez majoritaire. Vous travaillez à ce que désormais, vous ayez de quoi faire passer vos idées. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau nous a enseigné, vous voulez que vos idées s'imposent à tout le monde, vous les transformez en loi. Pour que ça soit transformé en loi, vous êtes obligé d'aller convaincre la majorité. Et l'Assemblée nationale, qui est le plus haut lieu, le temple de la démocratie, le temple politique du pays, c'est là-bas que ça se passe. Et donc, c'est pour ça que je vous ai fait le lien. Je ne vous fais pas le lien par une certaine langue de bois, ce n'est pas complètement mes habitudes. Vous savez, quand nous parlons de notre pays, quand nous parlons de notre peuple, nous devons en être conscients de ce qu'ils attendent beaucoup de choses de nous. Et par conséquent, il faut être rigoureux sur les bords. Il faut être en mesure de dire les choses telles qu'elles sont. Et ce n'est pas blessant, ce n'est pas gênant d'avoir des faiblesses. Vous pouvez cultiver vos faiblesses pour en faire de force prochainement. Et donc, à ce titre, je peux vous dire que ce n'est pas une langue de bois. Vous avez posé la question sur la fierté. Je vous ai, au-delà de moi, je dis c'est tout notre peuple qui doit être fier et je le suis aussi. Le lien, je vous ai expliqué aussi le pourquoi le lien est fait. D'accord. Nous allons parler maintenant des éléments de votre fierté. Monsieur Bougaram Badaro, vous êtes fier de quoi concrètement? À quel niveau êtes-vous fier du vote de ce code électoral? Vous êtes fier des pourcentages qu'on y a mis? Vous êtes fier de l'exclusion qu'on y retrouve? Enfin, exclusion dénoncée par l'opposition et la société civile. À quel niveau suis fier de ce que les choses se passent démocratiquement. Je suis fier que le jeu est au niveau des idées. Je suis fier de ce que nous sommes en train de respecter, les normes démocratiques. Les normes démocratiques, c'est ce que vous êtes fixé dès le départ et que vous en respectez à chaque virgule près. Et c'est ce qui est fait. Le code électoral, il y a eu des propositions de loi. C'est venu de l'honorable Akhenatonde, qui est le président du groupe parlementaire de l'Union progressiste, le Renouveau. Mais c'est venu aussi, il y a une autre proposition de l'honorable Nouréni Achadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. L'un est de l'un des partis de la mouvance présidentielle, l'autre est le président du groupe parlementaire du principal parti d'opposition de notre pays. C'est déjà toute une fierté que les deux camps puissent apporter des propositions. Les propositions arrivent, tout le jeu de couloir, tout ce qui doit se faire au plan organisationnel, au plan institutionnel est fait. C'est venu en plénière. Au niveau de la plénière, les gens se sont prononcés, le débat a eu lieu, et finalement, le vote arrive. Quand le vote arrive, où il y a eu 79 qui a voté pour, où il y a 28 contre et une abstention. C'est ça le jeu démocratique. On peut en être fier de ça. Et je vous ai dit, en parlant de ça, que quand ça se passe comme ça, on a bien des raisons d'avoir de la fierté. Parce que l'un de chaque côté, chacun s'est exprimé, chacun a dit ce qu'il pense. On peut ne pas être d'accord, la démocratie, ce n'est pas l'unanimisme. Oui, mais finalement, vous avez retenu juste de la proposition des démocrates la réduction de la caution pour aller aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle. Vous l'avez ramené de 50 millions à 25, mais après, vous n'avez plus vraiment pris en compte les propositions des opposants. Bon, je ne pense pas que ce soit à leur propre niveau, parce que, vous savez, l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté morale, l'honnêteté politique amène à ce que, quand je suis minoritaire, quand je demande, je ne peux pas tout avoir. C'est déjà heureux de ce que, parce que dès que c'est pertinent, dès que c'est objectif, dès que ça avantage tout le monde, en réalité, on ne pourra même plus parler de minorité de la majorité. Mais toujours est-il que ce qu'on a réussi à prendre en compte au niveau chez les démocrates, entre autres, c'est la caution qui est ramenée à 25 millions. Ça aurait pu être autre chose. Mais c'est déjà aussi un geste. C'est un geste politique, c'est un geste démocratique, c'est un geste citoyen, c'est un geste qui indique de ce que chaque fois que la proposition qui vient de vous peut nous arranger tous, arranger le pays, rendre dans l'intérêt général. On n'est pas là à être bloqué au niveau des frontières pour dire, vous êtes de l'opposition, nous sommes de la mouvance présidentielle. Pour dire aussi qu'au finish, ce qui est voté
Mais il est voté pour tout le monde. Il est voté et pour les gens de la mouvance présidentielle et pour ceux de l'opposition. Et pour ceux de la mouvance présidentielle qui aujourd'hui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, et pour ceux de l'opposition qui aujourd'hui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, mais qui y aspirent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 3 partis politiques à l'Assemblée nationale, mais vous savez qu'il y a d'autres qui sont dehors, qui veulent bien arriver aussi, et par conséquent... Mais les conditions qui ont été posées ne leur permettent pas de venir. Nous allons parler justement des conditions. Vous avez refusé que le quitus fiscal ne soit enlevé du code électoral parce que les opposants craignent que cela soit un instrument politique pour les exclure. Pourquoi est-ce que vous avez maintenu le quitus fiscal? Non, je pense que il faut bien parler avec eux. Ce n'est pas exactement ce qu'ils disent ou qu'ils doivent dire, parce que quand vous êtes acteur politique, vous aspirez à gérer la sérénation du peuple béninois, vous aspirez à être le dirigeant, et tout le travail que vous voulez faire après est payé par les contribuables qui, eux, s'acquittent de leurs impôts. Quand on vous demande, vous aussi, de vous acquitter de vos impôts, le débat ne va pas suivre. Ils disent par expérience que, déjà, par ailleurs, il y a des gens qui ont payé les impôts, mais qui n'ont pas obtenu le quitus. Par contre, les difficultés qu'il y a eu par le passé, qui a été vécu par tout le monde, moi-même, j'ai vécu ça, mon cher ami, c'est un problème général de l'administration béninoise. Et il faut être heureux du travail qui se fait aujourd'hui par le gouvernement du président Talon pour faire en sorte qu'au niveau de l'administration, notre administration devienne une administration beaucoup plus efficace. C'est peut-être sur ce terrain-là et à ce niveau, des dispositions ont été prises pour que les difficultés vécues par le passé, pour que si au niveau du service des impôts, s'il y a difficulté, qu'ils soient interpellés. Et ça aussi, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les amis, les frères et sœurs de l'opposition, c'est pour tout le monde, y compris ceux de la mouvance présidentielle. Et je pense qu'il ne faut même pas dire ça à haute voix, qu'on ne veut pas payer des impôts en tant que... Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne veulent pas payer. Attaqueur politique, il ne faut même pas dire ça à haute voix. Pourquoi? Parce que le peuple béninois ne peut pas en être d'accord, puisque eux, ils payent, et s'ils ne payent pas, ils ont des difficultés. Des gens qui ont des sociétés, si vous n'avez pas votre quitus fiscal, vous ne pouvez pas aller prendre des marchés. Et donc, par conséquent, je pense que ce qui est valable pour nos concitoyens doit l'être plus pour nous encore. Parce que nous aspirons à être dirigeants, nous sommes des dirigeants, et comme on dit chez moi, le cheval du derrière suit celui de devant. Monsieur Boukaram Badarou, le nouveau code révisé prévoit justement que pour les élections générales de 2026, élections législatives et municipales, qu'un taux de pourcentage permette d'enlever des sièges. Tout le monde crie à la manipulation, tout le monde crie à l'exclusion. On parle de 10%, de 20%. Est-ce que ce n'est pas effectivement des limites au jeu démocratique? Non, pas du tout, bien au contraire. Vous savez, quand on parle de démocratie, la démocratie, et la Constitution, qui est la loi mère, indique plusieurs éléments et très souvent dit que la loi va encadrer le reste. Ouais. Et nous avons opté, depuis la conférence nationale, je vous ai dit que c'est mon référentiel au plan politique dans notre pays, nous avons dit qu'il nous faut le multipartisme intégral. Nous y sommes, et maintenant il faut l'encadrer. Mais vous avez vu que pendant longtemps, nous avons assisté à ce qui, à un moment donné, n'honorait plus trop les Béninois que nous sommes. N'honorait pas trop la classe politique. On était à plus de 300 partis politiques. Mais c'est ça le multipartisme intégral. Intégral. Bah oui, et les difficultés que nous avons eues avec, celui qui vous parle a été président de partis politiques. Les difficultés que nous avions eues, c'est qu'après, vous avez des partis de quartier, vous avez des partis d'arrondissement, des partis de communes. Vous avez des partis qui sont presque en pièces détachées, des partis qu'on ne peut pas cibler, les partis politiques qui, à l'arrivée, on se retrouve à l'Assemblée nationale avec une kyrielle de formation politique. Et pour faire le vote d'une seule loi, vous savez tout ce qui se passait pour faire le vote d'une seule loi. Et les tracasseries politiques qu'il y a, les tracasseries de tout genre. Vous suivez mon regard. Mais c'est le jeu politique. Non, au-delà du jeu politique. Il y a un assainissement qui était nécessaire. Donc vous-même, les hommes de la presse, vous en parlez souvent. Nos concitoyens en parlent. Le président Yaïboni a parlé même de démocratie Nescafé. Le président Kérékou, en partant, quand il passait la charge
au président Yahi Boni, il lui aurait dit, puisque je n'étais pas là, mais le président Yahi Boni l'a dit à haute voix devant micro. Il dit, vous êtes jeune, que Dieu vous aide, sinon je ne sais pas ce que vous pouvez faire avec un pays où les cadres se comportent comme des mercenaires. Et vous comprenez alors l'amertume du président Kérékou quand il passait la charge. J'ai vécu l'amertume du président Yahi Boni quand il passait aussi la charge, en tout cas quand il partait. Et il a dit à haute voix qu'on était dans une démocratie Nescafé. Qu'est-ce qu'il mettait dans la démocratie Nescafé? C'est des transhumances à tout genre. C'est après les élections municipales et communales pour installer des maires, les tracasseries qu'il faut avoir. C'est les transhumances politiques à l'Assemblée nationale où vous avez élu votre député. Il est élu 1 ou 2 mois après, il n'est plus dans les liens de votre parti politique. C'est la vitalité, non? Vous avez parlé d'une vitalité. Non, ça, c'est pas de la vitalité. Ça montre que ça vit. Comme le président Sarkozy l'a dit, pour la question de la parole donnée, ce n'est pas une question politique, c'est une question de la morale. Vous savez, quand déjà vous êtes dans un parti politique, ce n'est pas évident qu'on arrive à vous mettre sur la liste. Vous arrivez à être sur la liste. Le parti se bat, le parti met son énergie, met son argent, met son background, fait tout ce qu'il peut. Les militants travaillent sérieusement, de manière laborieuse. On finit par vous élire. Au titre de la vision du parti politique. Vous arrivez à l'Assemblée nationale, à peine quelques mois après, 1 an après, vous passez complètement à autre chose, qui n'a rien à voir avec la vision du parti politique. Donc l'assainissement était nécessaire. Il n'y a pas un seul Béninois qui n'en appelait pas à l'assainissement de la chose politique dans notre pays. Pourquoi? Parce que la chose politique est un grand carrefour autour duquel chacun parle. Le carrefour politique est un carrefour. Vous voulez avoir chef du quartier, vous voulez avoir chef d'arrondissement, vous voulez avoir délégué, vous voulez avoir ministre, président de la République, c'est le carrefour politique. Et donc, si ce carrefour n'est pas bien enseigné, si ce carrefour n'est pas bien ajusté, eh bien, bonjour le dégât. C'est pour ça que la réforme du système partisan, c'est vrai, chacun de nous on a perdu quelque chose. Moi, j'étais président de parti, je ne le suis plus. Vous êtes obligé de revenir dans les rangs. Mais il vaut mieux se sacrifier quand on est citoyen, quand on est membre d'une communauté nationale. Il faut savoir se sacrifier pour les intérêts du pays, les intérêts du plus grand nombre. Et donc, en arriver à mettre des dispositions qui encadrent et qui en appellent à ce que nous ayons des formations politiques d'envergure nationale. Des partis politiques qui pourraient se retrouver, qui doivent se retrouver au niveau des 77 communes de notre pays, des 546 arrondissements, des 5292 quartiers villages et les 12 départements. Voilà l'objectif. Et aujourd'hui, à la faveur de la réforme du système partisan, je m'amuse souvent à dire, faites un tour au siège. Venez à notre siège au niveau de l'Union progressive de renouveau et allez en Afrique du Sud au niveau du siège de l'ANC. J'ai eu l'occasion de l'avoir visité. Nous n'avons rien à leur envier. Vous avez la seule chose, c'est que ils sont centenaires. Ça fait plus de 100 ans qu'ils existent. Mais pour exister pendant 7 ans, il faut un parcours. Et ce parcours, c'est une existence relativement nationale. C'est une existence nationale. C'est d'être en mesure d'être partout. Pour qu'à l'arrivée, à partir de vos députés, les députés sont en mesure, parce que vous savez, les députés, ils ont un mandat national, qui sont en mesure, quand ils veulent parler de Tokuntuna, quand ils veulent parler de Toviklen, quand ils veulent parler de Ketou, qu'il ait une idée claire de ce qu'il dit. Parce qu'effectivement, de la formation de politique laquelle il vient, ils ont une existence au plan national et donc ils sont en mesure d'avoir vraiment des idées réelles sur le plan. Et d'autre chose, si vous en arrivez à avoir un président de la République, qu'il en arrive avec une équipe aux affaires et non quelqu'un qui est élu et qu'on commence pas à savoir avec qui il doit travailler, avec quelle vision. Donc, l'objectif de l'assainissement de la vie politique de notre pays, de l'encadrement de ce que nous faisons, c'est pour des raisons d'efficacité. Et contrairement à ce que j'entends ici et là, c'est beaucoup même plus pour rendre beaucoup plus inclusif. Et non exclusif, c'est complètement le congrès, parce qu'à l'heure où on parle, au regard de ce qui vient d'être voté, si il est promulgué par le chef de l'État après le contrôle de constitutionnel, mais mon cher ami, c'est bon pour le BR,
c'est bon pour les démocrates, c'est bon pour l'Union progressiste. Pourquoi? Parce que, désormais, c'est que les députés, par exemple, du parti, les démocrates, sont sûrs que personne ne peut venir débaucher un des leurs. Parce que c'est à ça qu'on assistait avant. Et je suis sûr que avant le débauchage, vous avez vu avant, pour faire des élections du genre de ce qu'on vient de faire à l'Assemblée nationale. Monsieur Donclam Abalo, vous avez, comme vous me posiez la question tout à l'heure, vous avez de quoi être fier de votre représentation nationale désormais. Pourquoi? C'est que les deux opérations qui viennent de se passer au Palais des gouverneurs, il fut un temps dans notre pays, c'est qu'on prend les procurations chez les députés. Bon, on a continué à prendre des procurations. Non, il se peut. Il y a des cas de force majeure. Oui, le député qui ne peut pas faire le déplacement, ça c'est des cas de force majeure. Ce que je dis, la classe politique, notre classe politique comprend ça. Et vous-même de la presse, je présume que vous pouvez comprendre ça. C'est-à-dire que si le député est malade, s'il a un cas de force majeure qui fait qu'il ne peut pas bouger, ça c'est autre chose. Mais quand je dis on prend les procurations, c'est qu'on n'est pas sûr du monsieur. On n'est pas sûr de la dame. Nous savons la pratique. Vous savez, on ne peut pas avoir honte. Ça n'a pas cessé. On ne peut pas avoir honte. Politique, on ne peut pas avoir honte des procurations. On ne peut pas avoir honte de ses faiblesses. Il vaut mieux les reconnaître et travailler à les corriger. C'est une faiblesse pour la classe politique. Si moi je suis un député, cher ami, et qu'on veut me prendre ma procuration alors que je suis en bonne santé, je ne veux pas bouger, ce n'est pas évident parce que c'est une atteinte à ma moralité. C'est une atteinte à l'éducation que j'ai reçue. C'est une atteinte à la vision que j'ai. Et par conséquent, aujourd'hui, qu'on en arrive à une situation où le député, bien qu'il soit de la mouvance présidentielle, s'est prononcé contre. Vous avez vu, il y a eu des votes contre, mais il n'y a rien eu après. Comme on pourrait ici, peut-être y attendre, il y a quelques années derrière ici, il y a eu des députés qui a voté abstention. C'est ça aussi le jeu démocratique, c'est ça aussi la liberté. Sauf que cette liberté doit s'opérer dans les limites de la liberté de la formation. D'accord. Alors, M. Boukaram Badarou, on constate également dans ce code électoral que désormais, il faut avoir 15% des parrains pour être candidat à l'élection présidentielle. On retient que vous avez tenu compte juste du nombre de députés LD. Vous limitez l'opposition à n'avoir qu'un seul ticket présidentiel en 2026. Est-ce que ce n'est pas de l'exclusion aussi, ça? Non, pas du tout. Bien au contraire, la volonté de faire en sorte que... vous savez, comme on le dit encore chez moi, ce n'est pas toujours bien que la mauvaise langue s'attire vers vous tout le temps. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas toujours bien. C'est pour ça que, en lieu et place des 20% que les députés ont souhaité, mais qui amène tout de suite à 37 plus, voire alors 38 députés. Et donc, du coup, si vous finissez de faire ça, vous aurez du mal à expliquer que l'objectif, ce n'est pas d'exclure les autres qui n'ont que 28%. Alors, il y a eu des concessions. Il y a eu des concessions qui ont été faites entre les députés et ils en sont arrivés alors, OK, allons à 15%. Mais quand on va à 15%, les démocrates, LD, mais c'est vrai, ça donne 27 plus ceux qui donnent les 28 députés. Mais il y a d'autres parrains qui sont... Oui, mais ça ne donne pas 2 tickets. Il y a les 6 maires des FCBE, vous voulez parler des 6 maires des forces pour un émergent, voilà, mais ça ne donne pas la possibilité à l'opposition d'avoir 2 tickets, alors que vous pouvez en avoir plus d'un, plus de 2. Mais qui vous dit qu'on n'aurait pas voulu avoir 5, 7, 8 candidats? On aurait bien voulu. Oui, d'accord, mais vous avez c'est des contraintes. Regardez les élections présidentielles qui sont en train de se passer au Sénégal. Mais moi, j'aurais bien voulu être candidat à une élection présidentielle aussi. C'est notre temps. Oui, comme on peut le dire en fond. Mais vous êtes obligé de respecter les normes qui se fixent, que vous êtes librement données, afin d'assainir la vie politique du pays. Nous-mêmes, on aurait bien voulu avoir 5, 7, 8. Donc, si ce n'est limité qu'à 2, 3, qui vous dit qu'on aura 3? On peut avoir un seul. On peut aussi avoir un seul. Donc, UP, parce BR, que ce qui compte... Monsieur Badarou, UP-BR peut se mettre ensemble pour avoir un seul ticket, c'est ce que vous voulez nous dire? Ce que je vous dis... Puisque vous êtes de la même obédience politique. UP et BR, nous avons un accord de gouvernance qui dit pas son nom. C'est maintenant qu'on est en train de nous conformer avec le code qu'on est en train de voter, puisque nous sommes tous de la majorité présidentielle. Donc ça veut dire que la majorité peut avoir plus d'un ticket. Non seulement qu'il peut avoir plus d'un ticket, je vous dis, mais limité. Il ne pourrait pas avoir 5, 7 candidats. Avant, ce qui se passait, cette liberté qu'on avait avant,
où vous êtes de la mouvance présidentielle, vous avez même ministre d'État du gouvernement ici, qui s'est porté candidat, alors que le Jean-Baptiste Kérékou est candidat. Oui. Vous voyez? Et il y a eu beaucoup de ministres du président Kérékou qui étaient candidats. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut laisser même aujourd'hui, on aurait bien voulu peut-être, maintenant, au regard, parce que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Au même moment, nous voulons avoir une vie politique assainée rigoureusement. Parce que, attention, hein, bien que Barack Obama parle des institutions fortes, mais quand on parle des institutions fortes, ce n'est pas une vue d'esprit. Il faut être concret. Une institution vaut ce que valent les hommes qui l'animent. Et les hommes qui l'animent, c'est en fonction d'état d'esprit. Sinon, c'est une déclaration en l'air, appel d'institutions fortes. C'est d'abord les hommes que nous sommes. Et les hommes que nous sommes, quelles sont nos capacités personnelles? Quelles sont nos capacités humaines? Quelles sont les visions que nous avons? Et pour y arriver, ce n'est jamais du jour au lendemain. C'est pour ça que quand le président Chirac parlait en 1995 de la démocratie, les Africains, il y a eu beaucoup de tollés, mais en réalité, le pauvre père son âme n'avait pas tort. La démocratie, pour quel peuple, pour quelle civilisation? L'état d'esprit, puisque vous le savez très bien comment le jeu démocratique se déroule chez nous. Et donc, si vous ne mettez pas un peu de garde-fou pour essayer de l'accompagner de sorte que après nous, nos enfants, nos petits-enfants se seraient bien huilés dans la machine et donc pourraient progresser comme on le veut complètement aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut bien accompagner ce que nous faisons si nous voulons avoir les résultats. Donc l'objectif, ce n'est nullement, aucunement, au même moment, ça frappe les démocrates par endroits, ça frappe aussi les gens de la mouvance aussi par endroits, mais au bout du rouleau, ça presse tout le monde. Ça presse tout le monde à aller travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les démocrates, comme vous le dites, ils n'auront peut-être pas plus qu'un ticket. Mais vous savez, l'électorat, il faut l'actualiser tous les jours. Ce n'est pas le fait d'être de la mouvance qui fait de vous des nitouches. Non, pas du tout. Il faut absolument travailler sur le terrain de sorte à bénéficier de la confiance des populations. Et pour en bénéficier, il faut travailler, il faut être plus proche des populations. Donc les démocrates ont du travail à faire pour aller renforcer leur électorat sur le terrain. Nous avons aussi du travail à faire pour renforcer, nous aussi également, notre électorat. Ce qui vous dit qu'au niveau de l'Union progressiste, nous on ne travaille pas pour prendre les plus de 80-90% des députés prochains à l'Assemblée nationale. Qui vous dit qu'on ne travaille pas à faire 60-70% des maires prochains. Nous travaillons à ratisser l'âge. La haute direction en revient je salue au passage le président Joseph Diogbenou et toute la haute direction politique de notre parti politique, ils en reviennent du Nord là. Parce que le général Kérékou nous a enseigné, c'est le terrain qui commande. Et nous sommes sur le terrain. D'accord. Mais que faites-vous alors des autres partis qui soutiennent la mouvance, qui se sentent également exclus? Je veux parler de RN, je veux parler de Moël Bénin et tout le reste. Vous savez très bien que les conditions que vous avez mises dans le code électoral ne permettent plus à ces partis politiques-là d'être toujours visibles. Et comme vous le constatez, que ce soit RN, je salue sa présidente, qui est l'une des rares femmes à présider un parti politique dans notre pays. C'est pour ça que je parle de rare. Vous excluez la seule femme qui... Non, pas du tout. C'est pour ça que je parle de rare. C'est pareil pour Moël Bénin, le président Jacques Ayadi et toute son équipe. Vous voyez comment ils travaillent sur le terrain. Et pourtant, vous les mettez... Il nous faut aller aux élections pour avoir maintenant le travail qu'ils ont fait pendant 4-5 ans, ce que ça a donné au niveau de l'électorat. Oui, mais quand vous mettez 20%... Non, pour parler de 20%, il faut d'abord aller aux élections. Oui, d'accord. Les 20% aujourd'hui, c'est vrai, c'est là, il y a les démocrates, l'Union progressiste, le BR, qui bombent le torse de les avoir. Mais aux prochaines élections, ils peuvent le perdre. Au profit de Moël, au profit de... Ça dépend de ce à quoi les Béninois auraient aspiré. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire du cynisme politique en disant ce que vous dites là? Parce que les partis dont vous parlez ont déjà essayé d'aller aux élections. On a vu un peu leurs différents résultats. Attention, lorsque vous corsez cela à ce niveau-là... C'est pour ça que je dis que beaucoup d'Africains, nous parlons parfois de démocratie, mais nous nous éloignons souvent des normes démocratiques. Moi, j'ai un souvenir. Le RPR... quand il a été créé en France, c'est petit à petit il a atteint le niveau. Le PDS de Abdoulaye Wade, c'est petit à petit il a atteint son niveau. Donc au plan démocratique, à la création, vous pouvez commencer avec 1000 militants, mais pour après devenir un grand parti politique. Quand le président Macron parlait de sa candidature aux élections présidentielles en France, beaucoup d'acteurs politiques
pensaient que c'était de la blague. Pensaient que c'était de la blague. Et après, c'est devenu mouvement en marche pour devenir Renaissance aujourd'hui. Mais il a pris le pouvoir. Donc, c'est vous dire, quand même celle qui préside, qui a pris le Rassemblement national après Renaissance, ou bien comment il appelle ça Le Pen. Madame Le Pen. Ouais. Vous avez vu les résultats. Donc, c'est toujours au fur et à mesure, c'est de travailler, c'est toujours travailler, travailler plus, aller convaincre, aller dans les hameaux, dans les villages, dans les quartiers, pour faire passer son message. Ça ne se décrète pas. Quand la loi bloque, parce que la loi décrète la... Non, le blocage, ce n'est pas par rapport à l'élection. Oui, le blocage, l'encadrement, c'est pas si vous êtes candidat. Désormais, par exemple, le MOEL présente sa candidature aux législatives. Le Rassemblement national présente sa candidature aux élections législatives. Mais qui vous dit qu'à l'arrivée, qui doivent faire les mêmes résultats qu'ils ont fait la fois passée? Non, ils peuvent faire mieux. Ça dépend de, entre-temps, comment ils ont réussi à faire passer le message au niveau des populations. Et qui vous dit qu'au niveau de l'Union progressiste, le BR ou les démocrates, qui vous dit qu'on aura encore les mêmes résultats prochainement? C'est pour ça que chacun s'accroche. Sinon, pourquoi la haute direction serait en train de faire tout le parcours actuel? Pourquoi le président Eboni serait sur le terrain? Chacun est sur le terrain, c'est pour aller convaincre les populations. Maintenant, un est de passer les voix, un est de faire passer votre message, mais un est ce que les autres vous aient accepté et à l'heure du vote d'aller vous placer leur confiance en vous. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que même nos populations veulent qu'on soit ensemble, la mutualisation des forces politiques. Et moi, je peux vous dire ici, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Nous sommes de ceux qui avaient démarré cette affaire de la mutualisation des forces politiques, qui vous souviennent le 12 mars 2008 dans ce pays, qu'on a parlé des GEF, devenu Union fait la nation après, devenu Union progressiste, pour devenir Union progressiste le renouveau. C'est vous dire qu'on n'a pas attendu même le régime actuel pour démarrer la mutualisation des forces politiques. Parce que tant que vous êtes, on dit ensemble, vous allez plus loin. Mais quand vous êtes seul, vous êtes seul. C'est-à-dire que vous n'êtes connu que dans Porte-Nouveau, vous n'êtes connu que dans Sémékodji, vous n'êtes connu que à Diakotomé, ou bien vous n'êtes connu que à Toviclin ou à Bembereke là-bas. Mais il est bon pour vous d'être connu, que le parti soit connu sur le plan national. Pour que, quand vous, aujourd'hui, au niveau de l'Union progressiste de renouveau, quand nous avons quelque chose à faire au niveau de la Takora, au niveau de la Donga, on n'a pas besoin de tourner en rond. Nous savons qui appeler nos structures de base là-bas et le travail est fait. Nous avons envie de travailler au niveau de la Libori ou du Bogou, c'est pareil, et c'est pareil au niveau de Lomé Plateau. Donc nous avons une assise, et c'est pour ça que il faut tenir compte de nous, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'éloigner de nous, parce que le travail que nous faisons est tel que nous ratissons l'âge, nous allons tellement sur le terrain, nous parlons tellement avec les populations, nous faisons de sorte à être un parti politique qui plaît, un parti politique qui peut apporter du mieux aux aspirations de nos populations et les résultats suivent et suivront encore. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être incompris par rapport à la démarche, parce que l'environnement montre clairement que il y a un manque d'unanimité autour de ce code relu? Non, méfiez-vous de ça. La démocratie, ce n'est pas de l'unanimisme. Non, la démocratie, ce n'est pas de l'unanimisme. Et vous n'aurez jamais, même les décisions de Dieu, les gens contestent. Même les décisions de Dieu. Le papa, les gens contestent. Les prescriptions divines, les gens contestent. Donc, l'unanimisme n'est pas de ce monde, encore moins dans un jeu démocratique. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Sauf que la majorité a intérêt à tenir compte de la minorité. Mais il n'est pas question que la minorité vienne vouloir faire passer ou s'imposer devant la majorité. Ce serait contraire à la démocratie. Mais ce mercredi, l'opposition a donné de la voix. Les partis de l'opposition, à côté également quelques membres de la société civile, même les religieux, les confessions religieuses ont donné de la voix pour appeler à une plus large concertation. Vous les avez suivis, vous êtes sensibles à leur message. Les gens demandent qu'il y ait eu plus d'ouverture sur ce qui se fait en matière politique. C'est ça le jeu démocratique. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez de quoi être fier. Ça ne se passe pas de la même manière dans beaucoup d'autres pays. Sur ce même continent. Mais quand tout le monde se met ensemble comme ça, c'est une fierté. Quand l'opposition, quand la société civile, je connais ça. Je connais ça. Ah, vous connaissez ça? Celui qui vous parle, quelqu'un qui a été dans l'opposition. Vous voulez dire quoi? On les a manipulés? Non, je connais ça. Je connais ça. Je connais ça dans les détails près.
Donc vous n'êtes pas sensible à ça? Je connais ça dans les détails. Vous n'êtes pas sensible alors? Et c'est parce que je connais ça dans les détails qui explique ma sensibilité. Et pour vous dire ceci, que c'est ça aussi la démocratie. Et je ne suis pas d'accord, je peux l'exprimer. Il faut que j'ai des voix pour l'exprimer. Mais ce n'est pas parce que j'ai des voix pour l'exprimer que ça s'impose à mon vis-à-vis. Non, parce que c'est comme on dit, nous sommes en démocratie. Vous êtes de l'opposition, vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, mais il faut que la majorité qui est là, puisque nous parlons de la République, puisque nous parlons de l'État, et pour que le régime qui est là vous donne la possibilité de vous exprimer, d'exprimer votre volonté, d'exprimer votre point de vue. Maintenant, votre point de vue ne s'impose pas aux autres. Maintenant, si des fois il y a des choses que même et c'est pour ça l'intérêt du jeu démocratique, il se peut que quand l'opposition parle, que la majorité ou le régime, le gouvernement, la majorité parlementaire puisse trouver il y a tel point qu'on avait oublié. Il y a tel qu'on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire ça, et on prend ça en compte. Mais ça ne veut pas dire, ça ne peut pas vouloir le dire, eux-mêmes ils le savent, ça ne peut pas vouloir dire que quand l'opposition n'est pas d'accord, la majorité, ça rime tout de suite. Non, la démocratie, on aurait faussé complètement. Donc ça ne vous dérange pas qu'il y ait ces levées de boucliers? Ça ne vous dérange pas du tout? Non, c'est pas en ces termes-là. On les suit avec beaucoup d'attention. On les suit avec beaucoup d'attention. Et sur les points sur lesquels on peut trouver à redire, on peut voir ça ensemble. Mais ce qui est certain, c'est que je vous dis, ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition, vous êtes arrangé à trouver les autres formations politiques, à avoir les gens de la société civile. Ce n'est pas ça qui fait tout de suite que ce que vous dites là s'impose à la majorité. Ce serait tordre même le cou. Attention même à ça. Ne faites jamais ça. Ce serait tordre le cou à ce que la volonté de la minorité s'impose à la majorité. Ce serait même de l'injustice. Ce serait même de l'injustice. Même pas contre. Oui. Et je vous l'ai dit. Quand on a commencé avec la proposition de Aké Natondé et qu'après il y a eu la proposition de Nourenou Achale, mais c'est les deux fondus ensemble qui ont permis de sortir quelque chose. Oui, puisque c'est les deux sortis ensemble. Puisque l'autre, si on devait prendre seulement la proposition de l'autre, on ne parlerait pas de 25 millions aujourd'hui. Si on parle de 25 millions aujourd'hui, c'est qu'on a pris en compte ce que... Vous savez que le vrai problème, ce n'est pas la caution. Non, il faut... Le vrai problème, ce n'est pas ça. Je ne connais pas votre force financière, mais il faut s'approcher d'1 million pour savoir. Allez à Vital Finance, allez à la banque, dites que vous voulez prêter 1 million, vous verrez comment les documents vont faire signer. Oui, d'accord. Vous comprendrez que 25 millions, c'est quelque chose. Oui, mais bon, vous savez, tout d'abord, vous savez très bien de quoi nous parlons. Alors, il y a eu d'autres mouvements, des juristes qui ont saisi la Cour constitutionnelle, même des députés qui ont fait des recours. Ça veut dire toujours qu'on est à la recherche d'un certain consensus. La Cour a commencé par étudier les différents recours. Qu'est-ce que vous attendez de ce côté-là? Je vous ai dit, et encore une fois, vous n'imaginez pas la fierté. Vous n'allez pas me dire que c'est le jeu démocratique. La fierté qui est la mienne d'appartenir à un pays où les institutions fonctionnent de manière régulière. C'est pour ça, quand j'entends parler parfois d'assises nationales, je me dis de quoi on parle. C'est-à-dire que quand un pays fonctionne bien, quand les institutions fonctionnent, chacun joue son rôle, mais on a de quoi être fier. Les juristes qui ont saisi la Cour constitutionnelle, mais moi je fais confiance à la Cour constitutionnelle. Figurez-vous, cher ami, quand on devait aller aux élections législatives, moi j'ai eu des amis qui étaient convaincus que les démocrates n'iraient pas aux élections. Et pourquoi vous le dites? S'ils remplissent les conditions, ils iront aux élections. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont été aux élections. Ils ont été aux élections. Ils ont eu les députés siègent à l'Assemblée nationale. Donc, c'est vous dire, et c'est avec la même Cour constitutionnelle, même si entre-temps les membres ont changé. Moi, je fais confiance à ce que nous faisons dans notre pays. Sauf qu'en Afrique, de manière générale, chaque fois que l'opposition perd à une élection, perd dans une décision au niveau de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Mais chaque fois quand elle gagne, c'est qu'il y a démocratie. Moi, ça me gêne. C'est par exemple ce qui s'est passé au Sénégal. Ce qui s'est passé au Sénégal. Le Conseil constitutionnel aurait donné raison à Macky Sall, c'est que le Conseil constitutionnel est corrompu. C'est qu'il n'y a pas de démocratie là-bas. Maintenant que le Conseil constitutionnel a donné tort à Macky Sall, tout marche bien. Oui. C'était la même chose au temps d'Abdoulaye Wade, qui était constitutionnellement dans sa régularité d'être candidat.
où il y avait beaucoup de candidats qui boudaient. Mais il a fallu que Macky Sall gagne, c'est que la démocratie, ça se passe bien là-bas. Donc je vous dire que la démocratie, il faut aller complètement s'arrimer à ces gènes, à ces normes. Quand ça marche pour vous, vous en prenez hâte. Mais quand ça ne marche pas aussi, vous prenez hâte, vous allez travailler un peu plus pour pouvoir. Donc la saisine de la Cour constitutionnelle, c'est le droit de ces juristes de le faire. Ouais. Et moi, je fais confiance aux 7 sages de la Cour. Quand ils vont se prononcer, vous savez très bien, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ça s'impose à tout le monde. Oui, donc, nous faisons confiance à la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas allée au-delà de la demande de la Cour constitutionnelle? Justement, sur la relecture de ce code électoral, c'est parce que la Cour a demandé ou a suggéré que l'Assemblée a pu faire? Non, par conséquent... d'accord avec ceux qui raisonnent comme ça? Par contre, en fait, non, ça ne marche pas. La Cour constitutionnelle a demandé un certain nombre de choses. Et l'Assemblée nationale, dans ses prérogatives, ce qui compte, c'est de prendre en compte ce que la Cour a demandé. Et soit l'Assemblée nationale, soit elle se retrouve, elle se prononce seulement sur les demandes de la Cour constitutionnelle, et puis après elle revient encore à la charge, mais ça fait beaucoup d'aller-retour. Et donc, en lieu et place, l'Assemblée, je pense que c'est plus rationnel. C'est-à-dire, puisqu'elles sont dans l'Assemblée nationale, dans ses prérogatives, les députés sont dans leurs prérogatives, ils prennent compte, ils tiennent compte de ce que veut la Cour, mais ils profitent pour dire des choses, pour faire des choses qu'ils estiment nécessaires et utiles. C'est la représentation nationale, vous le savez. Mais c'est encore un député de la mouvance présidentielle qui a relevé le fait, pas des moindres, un député pas des moindres, qui a relevé le fait à l'Assemblée, que vous ne deviez pas aller au-delà. C'est ça aussi, c'est ça aussi le jeu démocratique, c'est ça aussi ce qui explique la fierté qui doit être la nôtre. L'honorable Arifari Bako, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a cru devoir poser sa question dite de préjudicielle, mais l'Assemblée nationale est souveraine, elle n'est pas allée dans le sens. Et il a été cohérent avec lui-même jusqu'au bout, il a voté abstention. Et ça s'est passé au niveau de la mouvance présidentielle. Ça veut dire que nous travaillons à ce que la démocratie puisse se vivifier dans notre pays. Parce que ce n'est que dans un vrai jeu démocratique. Et non dans un jeu démocratique fanfaron, un jeu démocratique, un simulacre. Il faut l'être réellement, à savoir, vous pouvez être ensemble. Si vous êtes 4-5, un d'entre vous peut ne pas être d'accord sur tel ou sujet. Ça ne devait pas créer des problèmes. Donc, normalement, vous devez saluer ça. Normalement, vous devez saluer ce qui se fait au niveau de la mouvance présidentielle. Et mieux, c'est que vous devez saluer le régime qui est là. Ah bon, pourquoi? Oui, vous devez saluer le régime qui est là. Notre rôle n'est pas de nous savons de très saluer. bien. Oui, mais votre rôle aussi, c'est quand c'est bon, je pense que non, vous posez des questions et vous répondez aux questions. Mais quand c'est bon, c'est à vous de le dire. C'est pas quand c'est bon, parce que quand nous seuls, oui. Quand nous on le dit, puis ça vient de nous, parfois, parce que c'est difficile de mal parler de soi-même, vous comprenez? Et donc quand nous on le dit, ça peut ne pas être, bien sûr, mais vous, votre rôle aussi, c'est l'éducation, la formation, l'information de nos compatriotes. Donc parfois, quand nous posons des actes aussi catholiques, je pense qu'il est aussi du devoir, non seulement de la presse, mais de n'importe quel citoyen de le relever, afin de pouvoir renforcer un peu cet idéal que nous devons chercher à atteindre. Parce que si, figurez-vous qu'il n'est pas d'accord, mais il se plie. Il n'est pas d'accord, mais il se prononce. Bon, au bout du rouleau, souvent, ce que ça donne, ce n'est pas toujours intéressant, mais c'est toujours bien que démocratiquement, qu'on soit en mesure de s'exprimer, sauf qu'effectivement, dans un parti politique, dans un groupe politique, quand vous avez fini de dire ce que vous voulez, quand la majorité se prononce, il faut en tenir compte. Vous mettez tout sous le coup de la démocratie, vous expliquez tout par la démocratie et tout le reste. Vous n'êtes pas content? Non, moi je constate que toutes les questions que vous posez, vous parlez de la vitalité de la démocratie, même si à un niveau ou à un autre, il y a des limites qu'on met. Et ça aussi, vous parlez d'encadrement, quand on parle de limites. Moi, je vous suis dans votre logique, Monsieur Moukaram Badarou. Mais hier, à la conférence de presse, ou le mercredi dernier, à la conférence de presse de l'opposition, il nous charge de vous dire que en 2006, vous devez être prêt à être de l'opposition. En 2026 plutôt, que vous qui allez être de l'opposition. Vous êtes prêt à l'être? Vous savez, il faut le dire. Vous êtes clair sur ça? Non, oui. Et dans leur clarté, de manière très claire, en vous regardant dans les yeux, je vous dis aussi de bien vouloir leur dire que nous travaillons à les confirmer dans l'opposition.
Ah bon? Nous travaillons à les conforter même dans l'opposition. Parce que nous travaillons, ce n'est pas pour rien qu'on travaille beaucoup, ce n'est pas pour rien que nous faisons tout ce que nous pouvons pour satisfaire les Béninois, qu'ils veulent vouloir que le régime tombe démocratiquement à leur profit, c'est ça aussi la démocratie. Que nous aussi on travaille à ne pas vouloir perdre les élections, c'est ça aussi la démocratie. Vous savez, chacun d'entre nous doit apprendre. Vanité des vanités. Chacun doit apprendre à savoir, le jour où je prends un poste de responsabilité, je l'ai pris chez quelqu'un, mais un autre doit pouvoir me le prendre après aussi démocratiquement. Donc, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... qu'est-ce que je dirais? Il n'y a pas de honte, à la limite, sauf si vous travaillez et que vous n'avez pas les résultats qu'il vous faut, vous n'êtes pas fier de vous-même. Mais quand vous avez des résultats, vous êtes complètement fier. Et nous, nous travaillons à être fiers de ce que nous faisons. Donc, vous pouvez, je vous charge de leur dire qu'ils vont attendre un peu longtemps. Nous sommes devenus vos entremetteurs. Oui, puisque eux vous ont chargé. Vous allez leur dire qu'ils vont attendre longtemps, puisque nous travaillons à rester. Et travailler à rester, c'est travailler réellement, à tous les niveaux. Aujourd'hui, vous avez, nos enfants sont à l'école, et de manière constante, toute l'année scolaire. Toute l'année scolaire. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, derrière ici, il y a des gènes qui font que les enfants ne vont pas à l'école, et parfois sur 3 mois, 4 mois, sur les 9, et au bout du relais, on dit, on a sauvé l'année. Et chaque année, on sauve l'année. Et finalement, le diplôme que l'enfant a est un diplôme sauvé. Et comme l'a dit Mandela, si vous voulez tuer un pays, prenez leur éducation, vous n'avez pas besoin de leur envoyer une bombe. Ils vont s'entretuer eux-mêmes. On n'en était pas loin, mon cher ami. Je le dis avec beaucoup de saignée dans les veines, parce que quand quelqu'un a une licence, et que vous êtes de la presse, vous lui demandez, fais-moi un papier de 4 paragraphes, et vous n'êtes pas fier de ce qu'il a écrit, alors qu'il a une licence. Vous demandez à quelqu'un de lui faire un papier, il vous dit qu'il a un master. Vous l'embauchez. J'ai fait marketing, ou je ne sais pas comment il dit souvent, là, marketing commercial, je ne sais pas quoi. Là. Vous engagez quelqu'un qui a fait marketing commercial, elle dit qu'elle a un master. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, elle n'arrive même pas à vous réussir à vous gagner, même pas une seule d'aiguille. Une seule. Vous voyez? Donc, à un moment donné, on était arrivé à un niveau, comme l'a dit le président Adrien Oubédi, où l'État était descendu de son piédestal. Et il fallait faire quelque chose. Et quelque chose est fait désormais. En tout cas, nous sommes sur la bonne voie. Il faut continuer à sécuriser les Béninois. Il faut continuer à ce que l'autorité d'État continue de s'exprimer. Il faut continuer à maintenir nos enfants à l'école, à renforcer la qualité de l'éducation. Il faut continuer, vous avez vu ce qui se passe par rapport à l'hôpital de Calavi, l'hôpital de référence qui est en construction. Il faut continuer à faire en sorte que les hôpitaux de zone, que nos parents soient en mesure de se faire soigner. Il faut faire en sorte que les docteurs soient en mesure d'être à l'hôpital pour soigner les malades qui oui, mais il faut assainir la classe politique. Tout le travail qui se fait, l'infrastructure à divers niveaux, venez à Porte-Novo, vous êtes surpris de ce que Porte-Novo devient. Regardez à quoi nous ne sommes pas encore en train de faire le bilan de la gouvernance. Nous allons revenir au code électoral, si vous permettez. Monsieur Mokaram Badarou, nous sommes à 2 ans des élections générales. Qu'est-ce qui presse? Pourquoi il faut réviser le code maintenant, alors que même les dispositions communautaires de la CEDEAO permettent de faire ces choses jusqu'à 6 mois avant les élections? Vous savez, là, du coup, vous me renvoyez chez le doyen Ebenezer Obey au Nigeria. Il dit quoi comme ça, ce que vous ferez dans la vie. Les gens ne seront jamais d'accord avec vous. Oui, mais 2 ans, c'est tôt. Quand on le fait, on peut encore retoucher le code, en fait. Très proche, on dit on a trop attendu. Quand on le fait encore plus loin, parce qu'en réalité, l'intérêt de le faire un peu plus loin. Aujourd'hui, je prends un parti comme les démocrates, je prends un parti comme Mouel Bénin, et même nous-mêmes, l'Union progressive, autant que nous sommes, c'est qu'au moins on sait à quoi s'en tenir un peu plus tôt. Ça peut changer encore. En fait, on sait à quoi s'en tenir un peu plus tôt. Et le fait, comme vous le constatez depuis l'arrivée du président Patrice Talon et le régime qu'il a installé, la mouvance présidentielle qui l'accompagne, vous pouvez constater qu'il y a une sorte de stabilité dans des faits et gestes. Et parce que sans la stabilité, est-ce que c'est quand vous tournez, quand vous brassez l'air, c'est pas évident qu'au bout, à l'arrivée, que vous soyez en mesure. Donc bref, c'est pour vous dire ceci. Le fait de le faire un peu plus tôt,
amène chaque acteur politique, chaque parti politique à savoir à quoi s'en tenir. Parce que quand vous voulez poignarder quelqu'un dans le dos, c'est là où vous faites des choses dans la veille. C'est là où vous faites parce que si on fait un truc comme ça à 7 mois, oui. Quel est le temps que le monsieur, le parti a pour se préparer, pour savoir que il devait avoir un truc aussi lourd, parce que c'est lourd, on peut en convenir. Oui, mais dans ce pays, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes en disant que le fait que ce soit 2 ans un peu plus tôt, eh bien, les démocrates désormais savent à quoi s'en tenir. Moël Bénin, Renaissance, MPL. Oui, mais par le passé, dans ce pays, on a modifié une loi en plein processus électoral. Donc tout est possible, monsieur. Vous savez, la nécessité n'a pas de l'ordre. Parce que là, non, même là, vous touchez un point qui est presque le mien. Non seulement, j'ai été secrétaire général du PRD et on avait souvent beaucoup de conseillers municipaux, communaux et de maires. J'ai été préfet de département et donc j'ai installé des maires. Et je ne souhaite pas ça à un préfet. C'est très difficile. Où on peut kidnapper, on kidnappe des conseillers. Il y a des conseillers qui est dans l'UME, qui, soit de l'élection, jusqu'au jour de l'installation, on l'amène à Parakou. Jusqu'au jour de l'installation. Et c'est le jour de l'installation qu'on les ramène sur les lieux. Oui. On leur prend tous leurs téléphones. Un vrai kidnapping. Et ce n'est pas un, ce n'est pas 2. Et c'est souvent même groupé. Donc c'est une situation, quand vous avez des situations difficiles, je vous ai dit, c'est tout ça que Yahi Boni a mis ensemble, le président Yahi Boni, c'est tout ça qu'il a mis ensemble pour parler de démocratie, Nescafé, que ça ne peut pas produire de développement. Et je crois qu'il le disait de bonne foi. Je crois qu'il le disait en fonction de tout ce qu'il vivait. Et je peux vous rassurer que c'était très difficile pour lui. Et par conséquent, mais face aux difficultés quand vous êtes acteur, face aux difficultés quand vous êtes dirigeant, vous apportez des solutions. Votre solution peut ne pas être forcément... peut présenter quelques faiblesses par endroit. C'est ça, l'œuvre humaine. Mais il faut poser des actes, il faut tenter de corriger. Et je crois que c'est ça qui se fait aujourd'hui. Et ça permet de trouver des solutions, mais des solutions pratiques, comme dirait l'autre. J'ai encore quelques questions à vous poser, mais je suis tenu par le temps. Monsieur Moukaram Badarou, nous avons donc à conclure cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire, en regardant droit dans votre caméra, à nos téléspectateurs qui vous suivent, et même à nos auditeurs qui vous écoutent, en guise de conclusion? Mais moi, je voudrais encore une fois vous remercier de l'invitation. Je suis satisfait de ce que j'ai pu répondre à votre invitation après beaucoup de ratés. Oui. Mais je voudrais terminer par où vous avez commencé, à savoir la fierté que notre peuple doit avoir d'être dans une démocratie qui fonctionne, une démocratie capable de produire le développement, une démocratie où les institutions fonctionnent comme cela se doit. Une démocratie, c'est le jeu de la majorité, c'est le jeu des tests, c'est le jeu de la dictature des tests que vous vous êtes librement donnés. Et quand vous êtes librement donné ça, vous devez respecter ça, virgule par virgule. Je voudrais dire aux Béninois de ne pas céder aux vendeurs du vent. Qui sont-ils, les vendeurs du vent? De ne pas céder aux vendeurs du vent. De ne pas céder à ceux qui veulent les distraire. Et distraire notre peuple, distraire sa gouvernance. Parce que la gouvernance qui est là aujourd'hui permet à nos enfants d'être à l'école. A permis de restaurer l'autorité de l'État. La gouvernance qui est là aujourd'hui a permis aux partis politiques de fonctionner régulièrement et mieux avec les deniers publics, comme cela se passe dans beaucoup de grandes démocraties. Parce que le carrefour politique est un carrefour important. La gouvernance qui est là aujourd'hui, qui permet à ce que nous ayons des docteurs dans nos hôpitaux, qui permet à ce que l'amélioration de la santé de nos populations soit de l'ordre de la priorité. La gouvernance qui est là aujourd'hui, qui permet à ce que nous ayons des infrastructures qu'il faut et qui a permis à ce qu'aujourd'hui, de par le monde, nous gagnons des points. La gouvernance qui est là aujourd'hui et qui a créé la zone franche de Glodjibé, parce que j'ai été proche d'un ministre qui avait, à la création de la ZFI au niveau de Sémépodi, j'ai vu les limites, j'ai vu les retards. Et je vois ce qui se passe aujourd'hui à Glodjibé, propre à la gouvernance que nous avons aujourd'hui. Je voudrais demander aux Béninois de savoir qu'on ne peut pas tout avoir en un jour. Même Paris n'a pas été construit en une journée.
Pékin n'a pas été construit en une journée, encore moins New York. Tout ce qui voit de bon ailleurs, ça a été fait dans la rigueur, mais avec le temps. Et nous avons pris un bon train, celui de la gouvernance qui est là aujourd'hui. Je voudrais les inviter à continuer par nous faire confiance et nous travaillerons pour la gestion de leur scène émulation. Je vous ai laissé parler totalement, au risque de relancer le débat sur certains aspects. Je vous concède votre conclusion. Merci à vous, Monsieur Moukaram Badarou. Je rappelle que vous êtes actuellement le directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Vous avez été préfet de l'Ouémé-Plateau. Vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau et c'est à ce titre que nous vous avons invité sur ce plateau pour parler de l'actualité, le code électoral et les élections générales de 2026. Quels enjeux? Merci à chacun et à tous pour votre aimable attention. Avec plaisir, je vous retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de notre émission L'Entretien du dimanche. Bon dimanche à vous et bon appétit chez vous.